Je vous propose qu'on retrouve Chantal Pacteau, Lucas Badi et Jean-Paul Van der Linden qui ont été un peu coupés dans leur élan quelques instants. Donc vous avez prévu donc, un échange croisé sur l'adaptation au changement global. Voilà, Flora, je te laisse. On est encore désolé pour ce changement de programme. Donc je vous invite à activer vos micros tous les trois pour qu'on puisse vous entendre. Je vais vous présenter à nouveau donc Chantal Pacteau. Vous êtes directrice de recherche CNRS rattachée à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Vous co-dirigez également le réseau européen Urban Climate Change Research Network et vous avez été directrice adjointe du groupement d'intérêt scientifique GIS, Climat, Environnement, Société. Lucas Badi, vous êtes professeur d'écologie à Sorbonne Université. Vous dirigez l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université et vous êtes vice-président du conseil scientifique de l'Office français de la biodiversité. Enfin, Jean-Paul Van der Linden, vous êtes professeur en économie écologique et en sciences de l'environnement à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous dirigez le CEARC, le Centre de recherche culture, environnement, arctique, représentation, climat, à l'Université Paris-Saclay, où vous dirigez également le master adaptation au changement climatique. Vous avez 35 minutes, il me semble. C'est à vous. Merci. Alors, avant, j'ai des choses bizarres sur mon écran, mais enfin bon, je continue à parler. Avant de présenter l'objet de notre conversation, je veux juste faire une incise sur une préoccupation qui me hante depuis longtemps, c'est-à-dire la folie du tout numérique, qu'il a fallu qu'on vive en direct aujourd'hui et non pas avec des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas beaucoup de proximité avec les outils numériques, mais avec des bugs complètement incompréhensibles. Donc, la Smart City, c'est aussi, me semble-t-il, un sujet sur lequel il faudrait vraiment que l'on parle au niveau de la métropole, de l'urbanisme, etc. C'est pas banal, non seulement au niveau énergétique, mais au niveau sécurité, bien sûr, et aussi à sa très grande faillibilité, ça nous arrive tout le temps. Bon, on ne l'a pas fait exprès ici pour le démontrer, mais bon, voilà, c'est arrivé. Je reviens à la présentation, à la conversation que nous allons faire tous les trois. On a parlé beaucoup de transition écosystémique, environnementale, etc. aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui sont maintenant acquises et c'est très bien pour nous. Et donc, cette transition nous oblige à revisiter la question des territoires, à repenser l'articulation des différentes échelles pour élaborer des solutions intégrées et soutenables. Mais elle nous oblige aussi à repenser la question sociale et démocratique. Faire advenir la transition environnementale passe par la construction de partenariats durables entre les mondes académiques et non académiques. Et aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire. Et cette démarche systémique, pour nous raccrocher à la question de la métropole du Grand Paris, cette démarche systémique dans laquelle nous sommes engagés sur différents endroits en France et dans le monde, mais aussi avec la métropole du Grand Paris, dans les ateliers de travail collaboratifs que nous avons montés avec Daniel Brelier, qui est en train de suivre cette conférence et qui, j'espère, interviendra dans les discussions. Alors, nous allons commencer cette conversation par la question démocratique. Et Jean-Paul, c'est à toi que je pose la question. Dans ton article avec Nabil Touli, qui s'appelle « Quelle éthique pour quelle métapolisation ?», tu parles des processus par lesquels les communautés donnent un sens au changement de l'environnement institutionnel et naturel.
et de l'impératif, qui est très mal géré, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, celui de l'établissement d'espaces d'échange, porteurs de négociation et d'arbitrage. Est-ce que tu peux nous expliquer? Merci Chantal, bonjour tout le monde. Alors, je suis un peu impressionné à la fois par l'auditoire et tout ce que j'ai entendu avant, où j'ai appris énormément de choses. Je travaille à beaucoup plus petite échelle et j'avais pensé partager avec vous des travaux à très petite échelle. Avec le changement climatique, ce qu'on voit, les gens qui font mon travail, je travaille avec des communautés locales dans la gestion du risque et de la gouvernance du risque climatique, et avec le changement climatique, on voit revenir en surface, quelque chose dont on a déjà parlé aujourd'hui, c'est des interconnexions liées au fonctionnement du monde naturel. Avec l'adaptation au changement climatique, on a des enveloppes de risque qui nous rappellent que nous vivons dans des estuaires, qui nous rappellent que nous vivons le long de fleuves, qui nous rappellent que nous avons sacrifié des territoires pour en faire des zones d'expansion des crues, qui nous rappellent toutes sortes de choses qu'on doit remettre en fait sur le métier avec le changement climatique, parce que les enveloppes de fonctionnement du monde biophysique sont en train de changer. Et donc, dans mon travail, beaucoup de ce que je fais, hein, c'est complètement minuscule par rapport à ce que j'ai entendu. Beaucoup ce que je fais, c'est aller à la rencontre de gens et essayer de voir quels sont leurs désirs en matière de gestion du risque, quelles sont leurs appétences pour quelle sorte de gouvernance du risque climat, qu'est-ce qu'ils souhaitent vraiment, plutôt qu'une injonction imposée par le haut disant « adaptez-vous », de se demander de quoi ils sont demandeurs. Et dans ce travail, on a rencontré, mes collègues et moi, une chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est une première dissonance que vous devez connaître très bien, je vais essayer d'aller très vite, hein. C'est que lorsqu'on parle d'adaptation au changement climatique, et je pense que c'est très lié aux questions métropolitaines, quand on parle d'adaptation au changement climatique, en fait, la première image qui vient à l'esprit ce que je vais appeler les représentants des corps techniques de l'État, c'est l'idée qu'il faut réduire les impacts de ce changement climatique. Et donc, ils s'inscrivent d'emblée dans un discours que je vais appeler un discours conséquentialiste. Nous allons évaluer notre action à l'aune de notre capacité à éviter des conséquences négatives. Ils arrivent avec un appareillage intellectuel, conceptuel, qui est celui de l'étude des conséquences. Et donc, ils viennent avec des outils comme l'analyse coût-bénéfice. Vous avez entendu, je suis économiste, c'est quelque chose que je connais, que je désapprouve très fortement, mais que je connais. Et l'analyse coût-bénéfice, c'est typiquement un outil qui porte une éthique conséquentialiste. Nous allons mesurer l'aune de nos actions à l'aune d'un indicateur unique, l'argent, etc. Et en fait, quand on travaille en entretien avec les gens qui sont en réception de ces gestes techniques, ces gestes socio-techniques, ils nous répondent quelque chose de très différent. Et c'est quelque chose qu'on redécouvre constamment. Ils nous répondent, la question ne se situe pas sur le plan de la technique, la question se situe sur le plan des valeurs que vous transportez avec les gestes que vous proposez. Et notamment, très vite, ils nous disent les gestes techniques de réduction des risques, de soi-disant gestion des risques, sont des gestes qui redistribuent le risque et les richesses. Et donc, on se retrouve avec des acteurs qui sont en réception de gestes techniques évalués sur base des conséquences, alors que ce qu'ils souhaitent, c'est évaluer le geste en fonction de son impact sur une justice redistributive. Et si je partage ça avec vous, c'est parce que c'est revenu terriblement en vue avec l'histoire des zones d'expansion des crues, où tout d'un coup, on estime que rationnellement, il est bon de sacrifier des terres agricoles pour un centre urbain. Je pense à des terrains précis qui ne sont pas des terrains parisiens. Mais donc, on se retrouve avec une espèce de dissonance totale au niveau de l'éthique mobilisée par rapport à un geste technique à poser. Mais alors, quand on est allé plus loin, et c'est là que ça résonne très fort avec tout ce que j'ai entendu, et je suis sans doute beaucoup moins avancé que vous là-dessus, mais c'est pas ça, c'est que petit à petit, les acteurs que nous rencontrons, ils invoquent une autre éthique, c'est celle de la discussion. Ils disent, mais voilà, vous venez avec vos décisions porteuses de gestes techniques, mais il n'existe aucun espace délibératif pour nous permettre d'échanger sur ce que nous pensons réellement, sur les impacts réels dans notre quotidien, des gestes techniques qui sont proposés par ce que j'appelle les grands corps techniques, mais c'est un peu un nom suranné. Et ça, c'est, je dirais, un premier résultat qui est très important lorsqu'on pense métropole et adaptation au changement climatique, important pour moi, vous l'avez compris, c'est que
La métropole, c'est quelque chose que je ne définirai pas ici, mais qui est nécessairement hétérogène, et on l'a entendu aujourd'hui. Et donc, l'adaptation au changement climatique qui appelle une reconnexion à travers un espace hétérogène, eh bien, implique une délibération qui aujourd'hui est jugée absente par la norme. Deuxième chose, et je vais m'arrêter là pour poursuivre par ailleurs, c'est que donc lorsqu'on parle métropole et adaptation au changement climatique, on a cette appétence pour une éthique de la délibération. Et puis la deuxième appétence que l'on découvre, c'est pour une éthique de la nature. Les gens nous disent, mais hey, regardez ces interconnexions. On l'a entendu aujourd'hui indifféremment. Moi, ça me fait évidemment plaisir. C'est que le fonctionnement du monde naturel, l'existence de ces ruptures de continuité qu'on a imposées au monde naturel, eh bien, c'est de cela dont on doit parler. On doit remettre la nature, et je ne mets pas de N majuscule à cette affaire-là, mais ce que l'on appelle la nature, eh bien, ça doit faire l'objet d'une remise à l'ordre du jour. Et donc, on a une éthique de la discussion, une éthique de la délibération et une éthique de la nature qui sont demandées par nos interlocuteurs, alors que nous, au pire, on vient avec une éthique conséquentialiste un peu plan-plan du coût-bénéfice, combien, à la limite, combien de loyers, mais même pas ça, combien de supermarchés inondés, et avec une éthique un peu plus intéressante qui serait une éthique de la justice où on essaie de ne pas trop pénaliser les gens, et on a un long héritage d'éthique de la justice en matière de gestion du risque avec CatNat, avec toutes sortes de mécanismes pour essayer de corriger une situation jugée injuste. Mais en fait, on n'est plus là, on est à un moment où les éthiques invoquées sont beaucoup plus raffinées, beaucoup plus avancées. Je vais terminer, à mon avis, raffiné et avancé dans un progrès théorique des choses. Et ce qui est amusant aussi, c'est simplement l'invocation de la théorie critique, parce qu'en fait, cette reconnexion nous permet de rediscuter le rapport à l'autre, ce qui est quand même fondateur à l'école de Francfort. Comment gère-t-on le rapport à l'autre et comment gère-t-on le rapport à la nature et le rapport au genre. Et donc, voici que des années plus tard, l'école de Francfort revient, mais cette fois-ci avec Habermas, il nous dit, mais rappelez-nous, il s'agit de rapport à l'autre. Voilà, ça c'était la réponse à la question que tu as posée, Chantal. J'espère que je n'ai pas trop dérivé dans mes enthousiasmes un peu étroits. Bien, donc tu viens de parler de nature et là évidemment je me tourne immédiatement vers Luc. Il en a été question, surtout avec Bernard Landau qui a bien parlé d'une vision écosystémique qui était absolument obligatoire pour la question de la Seine par exemple. Et Luc, tu vas plutôt nous parler de la question de la renaturation des villes via une approche méta de la biodiversité, c'est-à-dire une vision systémique, intégrée et multi-objectif. Et la grande préoccupation que tu as, que nous partageons beaucoup de chercheurs, c'est que cette renaturation ne soit pas celle d'une peinture verte des espaces urbains et des stratégies institutionnelles, mais que ce soit une réelle renaturation. Est-ce que tu peux nous en parler de manière plus approfondie? Merci. Merci pour cette possibilité de discuter avec vous de ces questions de renaturation en ville, hein, qui nous renvoient tout de suite à la question de la biodiversité. Je pense que le concept même de biodiversité, sur lequel je vais revenir tout de suite, nous renvoie exactement à ce qui a été dit avant. J'ai entendu souvent, je n'ai pas complètement suivi les débats là, avec un petit problème technique, mais j'ai souvent entendu j'ai entendu les mots coopération, réseau, valeur, éthique, le rapport à l'autre, hein, qu'a évoqué Jean-Paul. Et je pense que c'est une bonne manière, effectivement, de préparer le sujet de la biodiversité. Pour bien comprendre ce qui se passe avec la renaturation en ville, il faut s'interroger justement un peu sur le concept de biodiversité. On a tendance à voir un peu trop souvent à travers tout simplement les espèces et la présence d'espèces. En réalité, la biodiversité, c'est bien plus que ça. Ce qu'il y a derrière le concept de biodiversité, en fait, c'est le concept de réseau, précisément, le concept d'interaction. Aujourd'hui, comprendre ce que signifie biodiversité, ça veut dire effectivement accepter de se coltiner, si j'ose dire, la complexité du monde vivant, d'essayer de décrypter tous les réseaux d'interaction
de toute nature, hein, qui sont souvent des interactions qui sont liées à des questions alimentaires, mais pas seulement, à la pollinisation, des réseaux de coopération, etc., dans beaucoup de domaines. Donc, quand on va agir en ville sur ces questions de nature, on va déjà se poser la question fondamentale, me semble-t-il, et qui ne peut pas vraiment poser comme ça, qui est comment je rétablis des réseaux entre les espèces et entre j'ai envie de dire, les différentes populations qui occupent l'espace urbain, puisque derrière, en fait, la notion de réseau, et ça c'est bien démontré sur le plan théorique aujourd'hui, se pose la question de la résilience. Il y a une interdépendance entre la résilience des écosystèmes de manière générale et des écosystèmes urbains, entre autres. Cette résilience, elle est fonction véritablement de l'organisation de ces réseaux d'interaction. Et le dernier point à prendre en compte, le troisième point qui est important à prendre en compte quand on mène une politique de renaturation en ville, c'est que, bien entendu, ces réseaux d'interaction, ils agissent à différentes échelles de temps et d'espace. Autrement dit, c'est impossible d'imaginer un système qui est résilient, donc qui a une certaine capacité à résister aux perturbations, si on n'a pas une connexion avec les réseaux d'interaction qui sont en dehors du territoire dans lequel on s'occupe. Et je pense que ça renvoie à des discussions, peut-être que j'ai bien saisi précédemment. Je pense que la politique d'une biodiversité en ville, hein, dans un territoire qui est finalement de toute petite surface, métropole, c'est quelque chose de petit en termes de surface, ça doit également se raisonner avec l'extérieur. Il n'y a aucune chance pour qu'on puisse arriver à des stratégies durables si on n'a pas une intégration de déterminants externes. Par exemple, c'est une évidence aussi sur le changement climatique. Hein, le climat en ville, il est lié aux conditions locales en ville, mais il est lié complètement au climat régional et donc à la distribution des usages des terres sur les régions qui sont alentour de la métropole. Alors, quand on agit sur la biodiversité en ville, finalement, on essaye de répondre à un certain nombre d'objectifs. Donc, ça rejoint ce que disait Jean-Paul, hein, une vision très, très finalisée, finalement. On a des objectifs qui sont souvent locaux, donc c'est les fameuses adaptations au changement climatique, où on va en quelque sorte utiliser des couverts végétaux en particulier pour essayer d'agir sur un certain nombre de paramètres du climat local, mais il ne faut pas oublier que l'action sur les villes, par rapport à la question de la biodiversité en tout cas, c'est également agir sur des dimensions qui sont régionales, comme je l'ai dit avant, et qui sont même d'ordre planétaire. Il faut bien avoir en tête que la crise de la biodiversité actuelle est une crise probablement sans précédent dans l'histoire de la planète. Et quand on regarde les taux de variation de taille de population, ce qu'on appelle l'effondrement de la biodiversité, c'est des valeurs qui sont effrayantes. La vitesse à laquelle la biodiversité régresse, y compris en France, c'est quelque chose d'énorme. Tout le monde connaît, j'espère, les indicateurs oiseaux communs, par exemple. Tout le monde en France, on est sur le nombre d'oiseaux qui diminue de 1% par an, en gros. Donc, un des enjeux, c'est de faire de l'espace urbain, qui est un espace qui prend de plus en plus de place, hein, qui consomme. Il y a un problème de liaison, non? Oui, parfois on te perd un peu et Voilà. le son est un peu faible. Je ne sais pas si tu as la possibilité de te rapprocher. Oui, je vais essayer de parler plus près. Je peux difficilement faire plus. Vous m'entendez là ou pas? Continue comme ça, c'est absolument parfait. Oui, alors du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais il y a un enjeu de continuité hein, pour la biodiversité qui est extrêmement important. On sait qu'avec le changement climatique, hein, l'enjeu de la mobilité des espèces hein, est extrêmement important. La mobilité, en fait, c'est la garantie du maintien de la biodiversité. Et donc, aujourd'hui, l'aménagement, la renaturation des villes devrait aussi intégrer cette dimension-là, qui est double, en fait. Hein. Comment je fais pour que la ville devienne un habitat, parce qu'on a un problème de disponibilité d'habitat par rapport à la biodiversité. Et ensuite, comment je fais que la ville soit perméable et permettre la mobilité des espèces, qui est la condition du maintien des espèces et de la biodiversité à long terme. Alors, pour faire ça, et je vais m'arrêter très rapidement, il y a
une bonne méthode, hein, qui est ce qu'on appelle la mise en œuvre des solutions basées sur la nature, c'est-à-dire prendre inspiration finalement d'un certain nombre de processus sur cette résilience, cette capacité évolutive de la biodiversité, avec finalement des principes de base qui sont aujourd'hui relativement bien connus, hein, sur la maximisation de l'hétérogénéité, la capacité à établir des continuités, des réseaux entre différents secteurs de la biodiversité. Mais donc là, je suis en fait, par rapport à ce que disait Jean-Paul juste avant, dans une vision très centrée sur les conséquences en fait des changements, que ce soit les changements climatiques ou les changements de biodiversité, donc dans une vision utilitariste. Et je n'oublie pas, ça me paraît extrêmement important, cette demande d'éthique de la nature, hein, qui a été formulée par Jean-Paul. Et donc ça veut dire qu'il y a un problème de qualité de la renaturation des lieux. On peut faire effectivement une renaturation, j'ai envie de dire un petit peu artificielle, sous perfusion. On peut aussi essayer de rétablir, ce que j'ai dit tout à l'heure, ces grands réseaux d'interaction, cette capacité d'auto-entretien, cette capacité évolutive de la biodiversité en ville, parce que c'est le modèle que la plupart de nos citoyens aujourd'hui, de nos concitoyens, ont sous les yeux. Il y a un enjeu hein, qui a été défini, par exemple, il y a un problème qui se pose, qui est ce qu'on a appelé l'extinction de l'expérience de nature, hein, qui est aujourd'hui majoritaire, puisque les gens n'ont pas de contact direct avec la nature. Ça, c'est un problème réel pour inventer une civilisation différente qui permette de réintégrer la dynamique de la biosphère dans nos politiques sociales et économiques. Et donc, la qualité de la nature en ville qu'on fait, le fait qu'elle ne soit pas sous perfusion, mais capable d'avoir une dynamique propre, me paraît important parce que c'est le modèle de réflexion. Il y a un enjeu pédagogique, pour ne pas dire éthique pour le coup. Il ne s'agit pas de faire un ersatz de nature dans les villes. Il faut essayer de se rapprocher le plus possible si on veut dépasser la simple vision utilitariste de la renaturation des villes. Voilà, je m'arrête. J'espère que vous m'avez entendu à peu près. Donc, nous arrivons maintenant sur la question de la nature ordinaire. C'est ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas des grands gestes végétaux, par exemple, mais il faut de nouveau J'aime bien, je vais vous donner carrément une citation de Rémi Baud, dont je pense que Jean-Paul va parler maintenant. Il y a bien de la nature dans les sociétés humaines et en regard, nous faisons société avec elle. Et donc, cette nature ordinaire, c'est ce dont on va parler maintenant. Et je te redonne la parole, Jean-Paul, à ce sujet. Oui, merci Chantal. Merci Luc, merci tout le monde. Oui, c'est cette histoire d'éthique de la nature et sa solution basée sur la nature. Moi, j'en reviens toujours à ce corpus d'entretien, ces corpus d'entretien sur lesquels je travaille et la dissonance qu'il y a entre l'appétence qu'ont les gens pour un objet et ce qu'on leur impose d'une façon ou d'une autre en fonction d'intérêts qui sont en général assez étroits. Je parlais d'éthique de la discussion et puis vous avez entendu, j'enseigne à l'université Paris-Saclay, s'il y a bien un espace où toute délibération a été complètement escamotée, eh bien voilà, c'est un endroit où l'éthique de la discussion n'a pas pu être mise en œuvre. Mais c'est aussi un endroit très intéressant parce que quand Louis XIV fait assécher ces marais que sont le plateau de Saclay, eh bien, il en fait supprime un environnement que l'on pensait plus naturel pour en faire un environnement agricole fait de nature transformée, terriblement transformée. Et dans ce que dit Luc, et qui je pense est très important, c'est qu'il ne faudrait pas qu'une appétence pour une éthique de la nature soit transformée en l'isolement de petits morceaux de nature pure destinés à distraire les gens le temps d'un week-end ou le temps d'un été ou vacances de Pâques, mais plutôt prendre en compte le fait que les gens ont une appétence pour une éthique de la nature dans le quotidien, dans leur jardin, au bord de leur trottoir, dans des parcs qui ne sont pas très naturels, mais que les gens qui habitent à Paris aiment. Et donc, il y a aussi une appétence pour une éthique d'une nature qui n'est pas la nature avec un grand N, mais qui est cette nature que nous avons même, que nous rencontrons dans notre chat, dans les cafards qui sont à la maison, dans les rats que l'on croise le soir, et qui est vraiment
celle qui permet de porter ces interconnexions qui sont nécessaires, notamment dans ce qui m'intéresse pour la lutte contre le changement climatique. Et donc, Chantal parlait de Rémi Beau, et puis Luc aussi, je pense. Ça contient, là, il y a un très joli petit livre que je m'étais dit que j'allais vous montrer. Il n'est pas dans le laboratoire que je dirige. Je ne suis pas auteur du livre et tout est écrit à l'envers parce que nous sommes dans des caméras qui nous renversent la face. Ça s'appelle Éthique de la nature ordinaire. C'est assez facile. En fait, je l'ai découvert récemment et ça a généré beaucoup d'enthousiasme chez moi. Mais comme je n'ai aucun intérêt dans l'affaire, je me permets de faire une publicité ponctuelle sur ce joli petit livre Éthique de la nature ordinaire. Mais si je parle de ça, c'est réellement parce qu'il n'y ait pas de malentendu. L'éthique de la discussion, ce n'est pas la demande d'une couche supplémentaire administrativo-technique pour se mettre à parler dans tous les sens sans questionner les rapports de domination. Quand on parle d'éthique de la nature, ce n'est pas simplement s'assurer que nous ayons quelques parcs nationaux plutôt loin du côté des Kerguelen pour que la France occupe son rang dans l'ordre des nations qui protègent la nature. Non, c'est réellement des objets du quotidien, de notre quotidien, que ce soit la nature ordinaire ou notre capacité à échanger et à échanger dans le respect. Ça ressemble un peu à du boniment. Enfin, je repasse la parole à Chantal. Luc, tu en dis quoi, toi, de cette nature ordinaire? Alors, je pense que il y a une évolution effectivement qui est en cours sur cette vision de la nature, de nouveau sur la partie biodiversité de la nature, y compris dans les lois. C'est intéressant, par exemple, de voir les textes qui régissent le fameux principe de compensation écologique, qui intéresse beaucoup évidemment les zones urbaines, qui dit, ben voilà, ce que j'arrive pas à éliminer comme impact sur la nature quand je fais un aménagement, je dois le compenser. Et dans les lois initiales, les premiers textes qui datent de 1976, du temps de Giscard ces derniers temps, dans la loi de protection de la nature de 1976, on introduit le concept de compensation, et là on parle des habitats et des espèces remarquables. Dans le Grenelle de l'environnement, on voit aussi apparaître l'idée qu'il faut considérer les aspects fonctionnels de la biodiversité. Et ça a été confirmé dans la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'on avait une vision qui était patrimoniale, et c'est bien comme ça, mais qui était limitée à la vision patrimoniale aux espèces remarquables, aux espèces protégées. Et aujourd'hui, effectivement, avec cette approche fonctionnaliste, qui veut dire, eh bien, on arrive à cette notion de nature ordinaire qui, en l'occurrence, fait l'essentiel de nos conditions de vie. Et donc, d'arriver à raisonner sur cette nature ordinaire, et donc, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, pour établir des réseaux d'interaction, c'est en fait la mise en place de cette nature ordinaire dans les milieux urbains. Ben, c'est tout simple, ça correspond à une évolution de nos représentations, ça correspond à une évolution juridique, et je crois que ça correspond à une vision plus réaliste du rôle que joue la nature, finalement, dans la détermination de nos modes de vie, de notre qualité de vie. Mais du coup, finalement, donc, on revient à cette notion de reconnexion, reconnexion avec la nature, donc qui passe par cette dimension éthique qui a été évoquée déjà. Mais je pense qu'il y a un problème aussi, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, sur la dimension spatiale. Il y a une véritable question aujourd'hui sur la conception finalement de la ville en tant que territoire, dans son inscription dans un territoire plus vaste. Si j'essaie d'être plus clair, sur le plan fonctionnel, du point de vue climatique, biodiversité, ressources en eau, etc., la ville en tant que telle n'existe pas. Elle fait partie d'un espèce de métasystème, pour le coup, de grande dimension, et une bonne partie finalement de l'efficacité de nos politiques urbaines sur ces questions-là est dépendante des politiques qui sont extérieures. Or, elles sont conçues de façon séparée. Et j'ai entendu ça aussi, y compris en interne sur le territoire, avec les différentes structures qui gouvernent notre région. Donc, je vais en rajouter une couche sur les défis à relever. Il me semble qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau à construire à long terme, avec une vision au minimum fonctionnaliste, mais je pense qu'il peut y avoir aussi une dimension de solidarité sur le plan social, entre les territoires urbains et les territoires ruraux.
si je prends un œil d'écologue purement scientifique, la distinction territoire ruraux, territoire urbain n'a aucun sens. Sur le plan des processus, tout ça, c'est la même chose. Il faudrait pratiquement arriver à raisonner en termes de bassin de vie, en quelque sorte. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire en termes concrets, mais encore une fois, une politique biodiversité ou adaptation au changement climatique en ville est totalement dépendante de ce qui se passe dans les territoires périphériques ruraux. Si on n'arrive pas à intégrer les deux, on risque quand même d'être sérieusement, enfin de diminuer sérieusement notre efficacité. De cette frontière urbaine-rurale dont on conteste le bien fondé, donc en tant qu'écologue, on peut aussi parler, dans les 5 minutes qui nous restent, des questions de densification, hyperdensification même, le terme a été évoqué ce matin. Et je vous redonne la parole à l'un et à l'autre sur cette dernière question. Tu y vas, Luc? Tu veux que je commence? Ok. Je pense que dans les choix d'urbanisation, et donc notamment autour de la question de la densité, il me semble qu'il est temps, vraiment temps, d'intégrer les enjeux dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les décisions de densification ne prennent pas en compte justement cette question des processus liés notamment à la biodiversité ou à la dynamique du climat. Densifier à un moment donné, ça revient quand même à casser des continuités. J'aurais des exemples extrêmement précis, y compris sur Paris intramuros. Ça consiste aussi aujourd'hui, dans la première couronne où je vis, je le vois tous les jours, à supprimer des infrastructures vertes, que ce soit privées, en général, elles sont privées d'ailleurs. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même absolument pas dans le sens souhaitable pour nous permettre d'acquérir la résilience dont on a besoin par rapport à la biodiversité et changement climatique. Et donc, moi, je plaide pour qu'à côté des déterminismes, des considérations sociales et économiques qui conduisent aux politiques urbaines, on mette sur le même plan l'enjeu climatique et biodiversité. Et voilà, quand je dis le même plan, c'est vraiment le minimum du minimum. Je suis pas loin de penser que ça devrait presque passer avant, compte tenu de l'état dans lequel est la planète et dans lequel est finalement l'habitabilité de la planète. Donc en tout cas, ça doit être mis à sa place et aujourd'hui, à mon avis, ça ne l'est pas. Et là, j'ai aucune compétence dans le domaine, mais quand je me balade en tant que citoyen dans les rues, ce que je vois, c'est une densification de la construction d'immeubles de tous les côtés, sans aucun plan d'ensemble. Et ça me soucie beaucoup, parce que ce que je vois, c'est la destruction tout simplement du vert, cette histoire. C'est pas parce qu'on va mettre un petit toit végétalisé que ça peut remplacer des arbres qui sont là depuis 50 ans ou 50 ans. Merci Luc. Un dernier mot, Jean-Paul, peut-être sur la résilience sur laquelle tu travailles ou autre chose. Nous avons encore 3 minutes. Si j'en reviens au texte avec lesquels je travaille, qui viennent de personnes ordinaires, moi, la question de la densification est aujourd'hui une question éminemment redistributive de richesse, je pense, et que les gens, ça les indispose très fortement. Certains sont appauvris, nettement appauvris, et d'autres sont enrichis. Et ce sont des mécanismes de captation qui nous échappent un peu, qui relèvent d'échelles auxquels moi je n'ai pas accès dans mon quotidien. Mais c'est vraiment pour cette raison-là que les gens sont demandeurs de délibération et d'éthique de la nature. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'on est en train de redistribuer en densifiant, et je ne suis pas aussi convaincu de la toxicité de la densification, mais qu'on est en train de redistribuer des moyens vers les plus nantis en densifiant. Et ce n'est pas explicite, mais c'est clairement visible quand on a le nez dedans. Et on est en train de déposséder les générations futures aussi. Donc on concentre les richesses non seulement sur une tranche étroite de la population, en tout cas c'est le jugement que portent les interlocuteurs,
et qui les rend malheureux, se sentent dépossédés de leur quotidien et de ce qui compte pour eux. Et on est en train non seulement de concentrer, mais on est aussi en train de concentrer ça sur notre génération, qui est quand même celle qui, du point de vue de l'accumulation de désordre matériel, est à la pointe des générations planétaires, quoi. Et donc, je pense que si on arrivait à imposer une lecture redistributive de la densification, on pourrait faire de la densification intelligente qui tienne simultanément compte de la dimension écologique, en évitant de tout confisquer pour notre génération. Et la nôtre, c'est aussi celle de mes enfants aujourd'hui, hein, et de tout confisquer, enfin de laisser d'autres tout confisquer. Voilà, ça c'est mon dernier mot. Mais... Merci beaucoup. Donc merci et nous attendons les questions alors maintenant. Enfin les commentaires, pas forcément des questions. Oui, il y a eu beaucoup de réactions pendant votre intervention. Beaucoup renvoient à la question de l'échelle. Je sais que Simon, tu souhaitais réagir. Je ne sais pas si tu souhaitais rebondir sur ce point particulièrement. Alors, bon, il faut que tu ouvres ton... Vous avez mis votre micro, mais... Non, c'est ce qu'on entend est assez déstabilisant parce que ça met en cause beaucoup des postulats à partir desquels on a l'habitude de raisonner. Sans entrer dans la question étroite des périmètres, c'est vrai que ça ouvre des perspectives d'un flou énorme en termes de limites, hein, puisque évidemment que pour revenir à nos salades, la MGP ça colle pas, même les périmètres Île-de-France non plus. Donc, est-ce que c'est tout le bassin, par exemple? Antoine Grimbach avait fait une proposition, et Félix Damet avait fait ça là, il y a très longtemps, la France redécoupée en 6 grandes régions correspondant aux bassins hydrographiques, aux différents bassins hydrographiques. Donc, ça. Et par ailleurs, alors c'est vrai qu'on a le droit de rêver, mais c'est complètement en rupture avec le dispositif politique qui est étroitement accroché à des périmètres. Et puis l'autre aspect, alors c'est la question de la densification, parce que là-dessus, quand on travaille, je vais me parvenir à des histoires de bilan financier, mais disons depuis maintenant une dizaine d'années, on plaide plutôt pour la densification au prétexte de freiner l'étalement urbain et de ne pas consommer d'espaces agricoles, par exemple. Donc, si maintenant la densification elle-même est en cause parce qu'elle casse des périmètres et à la trame verte et bleue ou autre, c'est vrai qu'on se sent assez déstabilisé par rapport à la manière de mettre en œuvre les différentes recommandations, et puis c'est un peu comme des injonctions contradictoires dont on ne sait pas très bien se sortir. C'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Est-ce que je peux revenir? Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Est-ce que je peux intervenir une petite minute sur la densification? Oui. Elle était très justifiée, c'est-à-dire contre l'étalement urbain, il fallait éviter effectivement de s'étaler trop loin, mais je pense que la spéculation foncière a pris le dessus et a utilisé cette surdensification et la charge foncière. Donc je pense que le territoire, il appartient à tous, c'est un bien commun, et je pense que de réguler le prix des terrains et des charges foncières serait un des outils pour mettre densification un peu, moi j'appelle ça la densification heureuse. Certains interlocuteurs ont parlé d'une densification raisonnée parce qu'on n'en est plus à construire des quartiers où on pense bien-être, percée visuelle, avoir un peu de ciel, on en est au mètre carré à rajouter pour équilibrer un bilan. Et quand on sait que dans les bilans promoteurs, il y a parfois 25% de marge, c'est énorme. Donc, je pense qu'il faut revoir toute la structure économique des opérations pour équilibrer. Et le territoire, il appartient à tous. Et donc, je pense qu'il faut remettre en cause cette idée de densification pour la raisonner et la rendre plus agréable. Et on parlait de Smart City, de remettre un peu l'humain au cœur de tout ça, en fait, de le bien-être au cœur de tout ça. Est-ce que je peux intervenir une seconde sur cette question de densification? Sans vouloir donner des leçons de géographie élémentaire, c'est une question d'échelle. Quand la ville de Paris densifie un îlot… Attends, remets. Mais attends. Pardon? Vous m'entendez là? Oui.
Bon, je dis simplement, c'est une question d'échelle. Quand la ville de Paris densifie un îlot et supprime un espace vert, là, c'est une mauvaise densification. À l'échelle de l'unité urbaine, il y a évidemment des densifications qui sont des densifications bénéfiques, à la fois pour les soucis environnementaux et pour le souci en même temps d'avoir une ville finalement intense plutôt que dense. Donc, je crois qu'il ne faut pas se leurrer là non plus, se cacher derrière les mots. Il faut trouver un pilote dans l'avion dans cette densification. Ah, ben ça, oui. Voilà. Voilà. Tu peux dire un mot? Non, moi je voulais intervenir, c'est Bernard Landau. Je suis complètement en phase avec les 3 dernières interventions sur la question de la biodiversité, la prise de la nature et la question du réchauffement climatique. Mais je trouve que c'est une question qui est éminemment politique, si vous voulez, qui renvoie en fait à un changement de république, un changement d'institution, qui renvoie au fait que le droit de l'environnement doit être de rang supérieur au droit des sols et du droit de l'urbanisme. Et ceci, si vous voulez, sur un pays comme la France, qui a une histoire et une géographie exceptionnelle. C'est-à-dire, la France, c'est petit. La France en elle-même est un territoire métropolitain. À l'échelle du monde, c'est petit, en fait, si vous voulez. Quand vous regardez la richesse du réseau hydrographique, la qualité de ce que montre la géographie du littoral, la qualité des massifs montagneux, et que vous réfléchissez, si vous voulez, sur ce qui doit guider désormais, contrairement à ce qui a été instauré par la Révolution française, par exemple, ou par les institutions issues de la Libération, les échelles pertinentes de la gouvernance des territoires sur l'ensemble des sujets dans des approches que moi je qualifierais d'écosystémiques, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, qui rebalayent toutes les questions, si vous voulez, entre la nature et la ville. D'ailleurs, le terme ville n'a plus de signification. Je dirais même le terme de métropole, au sens où on en parle, n'a plus vraiment de signification, ou en tout cas dès lors que on est dans le système où la métropolisation est l'outil de l'investissement des fonds de pension. Parce que c'est ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a qu'à regarder qui sont derrière, si vous voulez, les investisseurs qui aujourd'hui réalisent le territoire. C'est de ça dont il s'agit. Donc c'est une question, pour moi, qui est une question politique. Avec un point de vocabulaire que je ne peux pas m'empêcher de faire, ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des confiscateurs puissants. Et ils n'investissent dans rien, si ce n'est leur intérêt personnel. Excusez-moi, je m'arrête là. Mais quand nous, on enseigne, on investit dans la prochaine génération, quoi. Ça, c'est un investissement. Mais ces gens-là, ils font juste que jeter de l'argent pour asseoir. Quelque chose? Oui. Dernière intervention, David Mangin, vous souhaitiez réagir? Oui, je pense que sur cette sempiternelle querelle en cercle vertueux ou pas vertueux sur la densification, je pense que quand même, il faudrait qu'on sache un peu de quoi on parle, parce que d'un côté, effectivement, il y a des documents d'urbanisme qui allaient dire on va densifier près des gares qui existaient. Donc, c'était les quartiers pavillonnaires, le bilan a été quasi nul. C'est-à-dire les gens ont résisté et les maires n'ont pas voulu construire près des gares. Bon. Et arrive maintenant le Grand Paris Express. Alors là, effectivement, on fait des quartiers et on fait des axes. Mais à côté de ça, il y a une densification qui est peut-être celle dont M. Abadi se plaignait, qui est la densification mitage, c'est-à-dire des résidences qui apparaissent dans les pavillons et qui font des gens qui s'enrichissent, mais qui ne sont pas forcément les fonds de pension. Moi, quand je dans la commune sur laquelle je travaille de Montigny, que j'ai entendu les prix pas plus tard qu'il y a 2 jours, de combien les gens vendaient leurs pavillons, ou combien les boîtes commerciales qui étaient le long de cette entrée de ville, à combien elles se traitaient. C'est des gens qui ne sont pas de big business, c'est des gens qui vont faire leur héritage et leur retraite de eux et de leurs enfants avec ce qu'ils vont sur ça. Donc, il faut, je pense, quand même revenir à peut-être regarder quantitativement ce que ça représente. Moi, encore une fois, je m'intéresse quand même beaucoup à l'urbanisme de la moyenne ou du quotidien tel qu'il se fait. Et donc, il y a les actes qu'il faut contester la façon dont elle se fait et leur mode de rentabilité et leur modèle économique sur les rez-de-chaussée, etc. Et puis, il y a aussi des formes de densification qui se font ou qui ne se font pas via les documents d'urbanisme ou via pas les documents d'urbanisme et qui sont, à mon avis, pas négligeables.
et puis pendant que j'ai pris la parole, je ne suis pas sûr de pouvoir rester jusqu'au bout. Je pense que par rapport aux quelques mots, là, tout ça dépend des élections, du suffrage universel, etc. Je crois que, bon, si on dit ça, c'est un peu fermer le banc, quoi. Donc je pense qu'il y a des choses, notre boulot là, enfin il me semble, ce groupe, c'est de déterminer des choses qui relèvent, d'essayer de les mettre sur la place publique, parce qu'évidemment ce qui est consternant, c'est qu'on n'arrive pas à faire des débats sur les élections régionales ou sur les élections municipales qui soient un peu sérieux, qui soient tellement personnalisés dans la politique nationale que rien n'émerge. Donc, je ne sais pas si on peut y arriver dans les prochaines échéances. Mais il y a aussi des choses, et je pense qu'il faut aussi travailler là-dessus, des choses qui sont la nature de proximité, comme Jean-Paul vient d'en parler, mais il y a aussi ces questions des itinéraires qui peut-être relèvent des PLU intercommunaux et donc qui nécessite effectivement et sûrement de passer par le suffrage universel, voire par la loi, puisqu'on sait que ça a été un problème, mais d'autres qui relèvent, et là c'est plutôt le point de vue Landau, qui relèvent de la rentabilité des promoteurs immobiliers tels qu'ils la construisent, et notamment sur la question des raids de ville, et qui ne relèvent pas de la loi, qui relèvent de modèles économiques sur lesquels ils sont bien assis, et qui peuvent bouger, je veux dire, on voit finalement, on a vu les promoteurs considérer que le pavillon au milieu de parcelles de 500 mètres carrés, c'était plus faisable. Donc tout d'un coup, ils étaient convertis à la maison en rangée. Donc voilà, alors que pendant 20 ans, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc il y a des choses qui peuvent bouger par des modèles économiques qui bougent ou par simplement parce que les gens n'ont pas d'autres idées. Mais les gens, quand une ZAC, c'est comme on faisait les grands ensembles. On dessinait une patate et tout le monde avait compris que dans cette patate, il y aurait un grand ensemble. Quand vous allez à l'extension d'un bourg aujourd'hui, vous faites une patate et tout le monde sait que ça va être un lotissement en raquette. Donc c'est ça qu'il faut rompre. Et pour les axes, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc je pense que remettre du projet dans la discussion, c'est démonter les modèles et aussi proposer d'autres outils, parce que sinon ça reste très abstrait, quoi. Et donc des outils qui correspondent à la vie quotidienne des gens. Les itinéraires, ça correspond à la vie quotidienne des gens, etc., etc. La nature au quotidien, ça correspond à la vie quotidienne des gens. Voilà, j'ai un peu trop parlé, mais c'est la dernière fois. Merci beaucoup.